Valentina, partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à tous, chers auditeurs. On est mardi, il est 21h, donc quand on est mardi, il est 21h sur RTS, c'est quand on aime le foot, on parle foot, bien sûr. Comme tous les soirs, nous sommes présents. Et ce soir, il y aura des débats comme tous les soirs. J'invite tout de suite mes auditeurs. Téléchargez Skype, me rajoutez On aime foot auditeur, le pseudo On aime foot auditeur, et venez participer au débat avec nous sur l'antenne. Il n'y aura pas de soucis, et bien sûr, pour débattre, il y a toujours mes chroniqueurs et chroniqueuses. Avec moi, Émilie, Thomas et Chris et Ali en off. Bonsoir. Hello. Bonsoir. Et voilà, Bonsoir. Ils ne le montrent pas encore, ils se réservent, oui, ils se réservent parce que ils sont au taquet, ils se réservent, ils sont en train de regarder leurs fiches, tout ça. Et il y a quelqu'un d'autre qui regarde peut-être pas ses fiches, parce qu'il en a peut-être pas encore, mais il se prépare, vous inquiétez pas. C'est notre invité, bien sûr, notre invité de ce soir. Cet invité, il joue à Sedan, défenseur, c'est un défenseur central. Il a été formé à Strasbourg, il a joué pendant 4 ans à Strasbourg, plus de 4 ans parce qu'il est revenu. Il a joué à Francfort, il a joué à Boulogne, il fait partie aussi de la génération 86. Il a aussi joué en sélection d'équipe de France, enfin espoir, et aussi en Algérie. Ce soir, Belaïd Habib. Bonsoir Habib. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à tous. Merci d'être présent sur RTS, c'est un énorme plaisir de vous avoir sur l'antenne avec nous. Merci beaucoup d'être présent ce soir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir donner son point de vue ce soir, d'être parmi les invités. Eh ben, je t'invite à donner ton point de vue sur le football, ça, sans aucun problème. Donc bien sûr, je vous rappelle, nos podcasts, nos anciens podcasts sur YouTube, vous allez sur YouTube, quand on aime le foot, on parle foot, vous retrouverez tous nos anciens podcasts avec Ludovic Julie, Mathieu Dossivi, Jérôme Alonso, et j'en passe encore des meilleurs. Allez découvrir tout ça, aussi Franck Signorino, qui a fait aussi ses grandes premières avec Reims. Je lui fais un petit coucou de notre part dans notre émission. N'oubliez pas aussi ce soir notre tweet live avec Ali qui s'occupe de ça. Il retransmettra toutes les grandes phrases de l'émission, enfin les phrases les plus chocs ou les phrases les plus intéressantes en tout cas de l'émission. Tout ça sur notre tweet live. On parle foot. Je dédicace cette émission à mon papa parce qu'il m'écoute très souvent il m'a reproché de pas lui dire donc. Papa, je te fais un gros bisou. Voilà, au moins ça c'est fait. Mais ce soir, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de foot. Et Habib, je vais te proposer 2 débats. À toi d'en choisir un. Le premier, que faut-il attendre des clubs français en Coupe d'Europe cette année? Et le deuxième, jusqu'à quel point les joueurs et dirigeants doivent-ils être exemplaires? Quel est ton choix? Je prends le deuxième, je pense. Le deuxième, c'est-à-dire jusqu'à quel point les joueurs et dirigeants doivent-ils être exemplaires. Attention, ce soir, je tiens à vous dire que nous ne savons pas, on ne savait pas les débats qui allaient être choisis avant. Et je tiens à vous dire quand même que ce soir, ça va être très très houleux. Là, on va rigoler, je pense. En tout cas, je commence cette émission avec les débats. Et ces débats, bien sûr, première question, parce que avec ces joueurs et ces dirigeants, on pourra parler de plein de choses, mais je vais commencer un peu par les dirigeants et surtout une personnalité du football français de la Ligue 1 actuellement qui est à Montpellier, Louis Nicolin, et ses phrases choc. Je vais vous en citer une ou deux. En parlant du PSG avec le budget de Montpellier, il parle du budget de Montpellier. Quand le PSG voit le budget de Montpellier, il dit ils doivent se poignarder le cul avec une saucisse. Et encore une saucisse, ça ne fait pas trop mal. Alors ça, c'est des propos qui sont dits, je cite, bien sûr, c'est pas moi qui le dis. Il parle aussi de la coupe des Girondins aussi qui sont en Ligue Europa, juste l'année où que Montpellier est monté. Montpellier qui est 5e, qui finit 5e, et il dit, je cite, la place du con, ce n'est pas nous, elle est pour Monsieur Trio et Monsieur Taverneau. Et ça me fait rire. J'ai pris encore les moins méchantes, parce que j'en ai encore d'autres, mais bon.
qui rigole quand même, parce que attends la saison qui arrive, celle de confirmation, elle va être un petit peu plus dure, je pense, pour lui cette année, pour Montpellier. Donc il rigole quand même. Ouais, mais maintenant, il est comme ça depuis 30 ans, donc c'est pas en fonction des résultats qu'il va changer, je pense. Et une petite dernière phrase, et après je vous laisserai avec ces phrases. Sur Courbis, avec Courbis, on est monté en Ligue 1 avec des demi-mongoliens. Bon voilà, ça c'est les premiers dossiers. Qu'est-ce que t'en penses, Habib, de ce personnage Louis Nicolas qui, au moins lui, n'a pas sa langue dans sa poche, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est voilà, à un moment, c'est pas choquant? Personnellement, moi, je suis fan. Après, je suis fan bien sûr dans le monde du foot, parce qu'après, c'est vrai que pour les gens qui sont extérieurs à notre milieu, ça peut être choquant d'entendre des phrases comme ça. Maintenant, par rapport à nous footballeurs, c'est vrai que on est dans un monde où les gens utilisent énormément la langue de bois. Donc, d'entendre des phrases comme ça, c'est vrai que on a beau dire, mais c'est vrai que ils disent tout haut ce que nous on pense tout bas. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il a sa manière de le dire. Donc ça peut en faire sourire, ça peut en faire rire, ça peut aussi faire dresser les poils. Mais moi je suis totalement fan, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il pense. Donc quand c'est un Américain qui dit des choses comme ça, ça passe beaucoup mieux. Alors pourquoi pas pour nous Français accepter aussi les gens qui disent ce qu'ils pensent. Voilà, quoi. Il est quand même un peu parfois limite dans ses propos quand il dit par exemple que Peretti c'est une petite pute, c'est quand même un peu moyen. Ouais, non, mais c'est sûr. Par contre, vous savez, moi j'ai joué en Allemagne et c'est un peu ce qui reproche à nous les Français, c'est de pas être franc et de pas dire ce qu'on pense. En Allemagne, il y a un mec qui va venir te voir et va tout de suite te dire la vérité entre quatre yeux, et nous on a plus tendance à utiliser les mots et puis à faire le tour des phrases, à faire le tour pour arriver vraiment là où on va en venir et tout ça. Les Allemands, ils utilisent un mot pour te dire ce qu'ils pensent de toi, ou voilà. Donc en ayant joué dans ce pays, j'ai été aussi un peu imprégné par cette mentalité. C'est vrai que pour moi ça me choque pas spécialement, quoi. Ah, moi je trouve qu'il va quand même loin. Moi je trouve quand même qu'il va loin sur des propos. Il n'hésite pas à insulter. Ça peut être très très choquant. C'est passé à la télé. Après derrière tout ça. Après on peut comprendre que justement on aime bien, nous en tant que supporters, on n'aime pas la langue de bois, on n'aime pas les joueurs qui parlent devant le micro. C'est pas très très intéressant. C'est sûr qu'après Louis Nicolas, lui il bouleverse. Le problème c'est qu'il va complètement bouger les armoires. Il va tout faire tomber sur son passage. Mais il y a quand même un gros décalage d'insulter complètement. Après dire son avis avec des métaphores, ça je trouve ça sympathique. Mais des fois ça va quand même loin pour ma part. On a parlé de l'Allemagne aussi, il faut voir aussi les tabloïds là-bas, c'est pas du tout la même mentalité. Quand vous voyez Bild, ils sont super trash, c'est un peu la mentalité anglo-saxonne, un peu germanique. C'est pas tout le cas ici. Ici, comme l'invité du soir que je salue l'a dit, on a un langage aseptisé. Face à ça, Nicolas, il a de la gouaille, il a une grande gueule. Moi, je retiens surtout que moi, ça me choque pas ce genre de personnage. C'est un type qui est fidèle, qui est modeste et qui a beaucoup amené au football français. Je préfère les grandes gueules sympathiques que les faux culs aseptisés. Tout à fait. Bon, ouais, voilà, ça c'est dit. Au moins, il aime pas les faux culs. Mais bon, quand t'as une personne qui va dire son avis avec des mots insultants, je suis désolé, Chris. Voilà, ça va être des jeunes qui vont regarder la télé et qui vont après redire la même chose. Je sais pas. Après, il y a des jeunes espoirs quand ils écoutent Nicolas, peut-être qu'après ils vont redire la même chose au micro. Bon, après, j'espère qu'ils sont bien entourés. Je leur souhaite en tout cas, mais pas de dire des propos avec des mots insultants pour ma part. Après, quand il a un discours imagé, je crois que ça choque personne parce que bon, on sait ce qu'il veut dire, on sait qu'il le dit de manière trash. Quand il dit bon, on a été champion avec des Mongols, etc. Bah, ça veut dire qu'il a été champion avec des joueurs qui n'avaient pas le niveau. On sait qu'est-ce que ça veut dire en tout cas dans ça. Le problème, et là où je peux te rejoindre, c'est quand même quand il fait des attaques personnelles. Là, par contre, c'est moins classe quand avec Pedretti notamment. Là, c'était pas un discours de grande gueule. Là, c'était vraiment de l'insulte. Et là, c'est vrai que de temps en temps, il a franchi la barre jaune. Mais la majeure partie des fois, je trouve qu'il est, pour moi, il n'est pas borderline, hein, la majeure partie du temps. Très bien. Ouais, mais par exemple, sur le cas de Pedretti, je pense que dans un vestiaire ou dans les vestiaires, quand on en a entendu parler, ça ne nous a pas spécialement choqué. C'est vrai que ça choque pour les gens qui sont extraits au football, ça c'est sûr. Après, voilà, ça arrive, ça on va pas dire que ça en a fourché parce que voilà. Mais
C'est moins classe. C'est des mots qu'on utilise tout le temps, quoi. C'est ça que je veux dire. Quand on est dans un vestiaire ou sur un terrain et tout ça. Après, à la fin du match ou 5 minutes après, c'est oublié. C'est ça que je veux dire. Maintenant, pour les gens qui écoutent et qui sont supporters ou spectateurs ou journalistes ou personnes lambda, c'est vrai que c'est des choses qui sont plus difficiles à entendre. Ça, je suis d'accord. C'est un langage qui est courant que, comme tu l'as dit, dans un sport collectif masculin, dans les vestiaires, la testostérone, elle est à gonfler au maximum. Et on peut dire dans quasiment tous les sports collectifs masculins, et même féminins, on a ce genre de discours-là. Après, c'est vrai qu'il y a une forme de censure et c'est vrai que et c'est ça qui est toujours difficile, c'est le retour à la réalité. On a vu ce qui s'était passé à Nice Night, etc. C'est qu'on sait que ça se passe comme ça. On sait que les footballeurs, pardon de le dire, mais la majeure partie des footballeurs, ça leur parle plus. Pas que les oui, ou des sportifs. On parle des footballeurs, donc je t'arrête, pardon, mais on parle des footballeurs parce qu'ils ont médiatisé. Et t'as pareil en hand, t'as pareil en basket et autres, et pour autant on n'en parle pas autant que ça. C'est parce qu'on est je suis d'accord. Mais après, faut pas aller aussi si loin. Quelqu'un dans sa voiture qui se fait prendre des paquets, il va dire un gros mot aussi. Bien sûr. Donc voilà. Après, je pense que au départ, c'est dans la nature humaine. Ça va au-delà du sportif ou quoi. C'est l'homme qui va réagir comme ça. Après, c'est sûr que, comme vous l'avez dit, la médiatisation fait que c'est amplifié et tout ça. Mais au départ, je sais pas, des amis à moi, ou je suis en voiture avec un ami, je vais entendre aussi dire des gros mots. C'est pas pour autant que, en gros, ça va être dans l'équipe le lendemain matin, quoi. C'est sûr. Mais ça fait partie de la vie. Mais voilà, la médiatisation fait que il faut être aussi réfléchi sur ses propos et ne pas dire n'importe quoi. Justement, dans notre émission, on a notre touche féminine et je sais pas ce qu'on pense justement notre touche féminine de ce soir, Émilie. Si elle, tu trouves ça choquant, en tout cas ces propos actuellement de Louis Nicolin. Émilie, pour toi? Non. Pour moi, personnellement, je trouve pas ça si choquant que ça. Je vais rejoindre notre invité Habib sur le fait que on prend toujours des gants. Alors il a fait sa grande, je vais faire pareil. Il a fait sa grande gueule. Aujourd'hui, peut-être qu'il a employé des phrases politiquement incorrectes. Mais c'est passé et peut-être qu'il va se faire entendre comme ça. La preuve, aujourd'hui, on parle de lui. Donc après, le langage verbal, ça peut être choquant. On a des dérapages aussi physiques. On a même les plus grands qui ont fait des dérapages verbal. On a Boli, on a Cantona. Et c'est pas pour autant que ils ont justement été cantonnés à celui-ci, c'est un fouteur de merde ou quoi que ce soit. Donc non, je trouve pas ça si choquant que ça. Alors aujourd'hui, on vit, il n'y a pas que dans le monde du football où on prend une langue de bois, où on fait le tour du truc sans pour autant dire les choses. Non, mais tu as raison de le dire, Émilie. S'il n'y a pas que dans le football, justement, moi, je voulais pas t'interrompre, je voulais juste opiner sur ce que tu disais. Donc, je te laisserai finir juste après. Mais justement, je pense que là où tu as raison, Émilie, et là où j'irais même plus loin que toi, c'est de dire que, justement, je trouve qu'il y a une injustice par rapport au football. Moi, je vais jeter un pavé dans la mare. Dans le football, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un acharnement populaire et médiatique toujours à cibler les footballeurs, comme si les clichés qu'on pouvait avoir sur les footballeurs sont plus débiles que les handballeurs, les basketteurs, les volleyeurs, on peut tous les citer, faisait qu'il y avait une forme de choses un peu latentes. Parce qu'on sait tous que dans tous les sports collectifs, il y a ce discours brut, viril, qui parfois vulgaire, parfois grossier, il faut le dire, mais parce que le sport veut ça, il faut cette motivation-là, il faut dire, dans le vestiaire, on dit on va tuer l'adversaire, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on dit dans la presse, ce genre de choses pour motiver le joueur, et on sait bien que les footballeurs veulent pas tuer leur adversaire au sens physique du terme. Là, et là où les footballeurs se font bêtement piégés, et là où c'est leur responsabilité, parce qu'il faut aussi le dire, et c'est la différence entre des footballeurs, très souvent, pas tout le temps, mais la différence très souvent entre des footballeurs, des basketteurs, des volleyeurs, etc., c'est que très souvent les footballeurs, ils n'arrivent pas à faire la frontière. Ils n'ont pas encore assimilé que devant les médias, ils devaient avoir des discours plus fleuris, qu'ils devaient avoir des discours plus... Je suis pas tout à fait de ton avis, Chris. Je suis pas de ton avis. Clairement. Là, tu vois Batum après les JO contre l'Espagne sur Twitter qui va dire, de toute façon, ils sont tous dopés en Espagne. Ça fait très moyen. Et sur Twitter, c'est sur Twitter. C'est public et personne n'en parle. Les handballeurs qui sont champions olympiques, ils vont péter 2 plateaux télé derrière, personne n'en parle. On en parle rapidement, mais ça fait pas le tour du JT, quoi. Alors que ça serait des footballeurs, ça serait un scandale monumental pendant le temps. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'injustice que subissent les footballeurs par rapport aux autres sports. Mais le problème, c'est qu'ils ont acclimaté cette injustice contre eux, et ils l'ont alimentée. Et on sait que les handballeurs,
bah ils ont des discours beaucoup plus posés, beaucoup plus fleuris, parce que les gens aiment ça. Les gens, ils savent ce qui se passe dans les vestiaires, mais ils aiment bien. Mais je pense que la masse populaire aime bien que quand un footballeur ou un handballeur s'exprime, que ce soit un discours posé, qu'il soit respectueux vis-à-vis de l'adversaire, etc. Et les footballeurs, ils s'en foutent. Et le problème, c'est que, et du coup, ils ont une très mauvaise image qu'ils ont parfois alimentée. C'est bien ça le gros drame, parce que c'est Bah oui, non, enfin, moi, ce que je pense, c'est qu'il y aurait un petit peu plus à parler sur la forme et de leurs résultats. Et ben, on n'irait pas chercher ailleurs. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ce qu'on demande avant tout à un sportif de haut niveau, pas forcément joueur, c'est d'abord le résultat. Donc un sportif de haut niveau qui a des résultats qui fout entre guillemets le boxon, ça peut être pas un peu mieux la pile. Alors qu'un mec qui a pas de résultat et qui d'un côté nous fait chier, c'est vrai que c'est pas soit dans un vestiaire ou dans une équipe, c'est vrai que ça tout simplement. Je vous rejoins complètement et on a un exemple type, c'est Zizou et son coup de boulot, on n'en a pas parlé pendant 107 ans, on l'a juste glorifié. Bah pourquoi? Parce que le gars, il s'est joué au ballon, il y a les résultats. Et on n'en a pas parlé pendant 107 ans. Il était juste glorieux. On lui a fait une effigie, il a tapé. Alors que demain, on a un petit Lyonnais ou on a un petit Monégasque qui tape comme ça, on va l'entendre, on va l'avoir en gros, en gras et en travers sur le titre de l'équipe. Oh là là, celui-là, c'est un mauvais. Ah mais je suis désolé, Émilie. Mais Zidane, vas-y Thomas. Je te rejoins, Émilie, sur le fait, effectivement, que dès l'instant où c'est des grands champions qui font des erreurs, on leur passe tout. Et j'ai un exemple en tête, c'est Barthez qui va cracher sur un arbitre en match amical au Maroc. Il va cracher sur un arbitre. Donc c'est pas un geste anodin. Et Habib le sait très bien pour un footballeur, mais c'est limite la radiation, un geste comme ça. Et parce que c'est Barthez, il a pris 3 matchs, derrière on n'a plus parlé. Alors que c'est parfaitement scandaleux. Mais bien d'accord, c'est pas... Voilà, moi on est complètement d'accord avec tout le respect qu'on doit Barthez, que de cracher sur un arbitre, ça équivaut à ce que Jérémy a fait, Jérémy Ménez a fait à l'Euro. On est complètement d'accord. Dire Vincent Coulot ou de cracher dessus, je suis désolé, c'est exactement pareil. Et on a tout un pataquès pour l'un, parce que forcément on n'a pas ramené la coupe, on n'a pas ramené tout ça, et parce que on va encore dire ouais, Jérémy, il vient des quartiers, machin, ouais, mais non. Je suis désolé, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Et je vais aller plus loin que ça. Zidane, pardon, c'est le même Zidane qui dit fils de pute à Rotten, qui a pris durant sa carrière 12 cartons rouges violents. Je parle pas de 2 cartons jaunes additionnés. Il y avait eu un reportage en 2006, 12 cartons rouges d'actes violents vers les adversaires. Bon, certes, il était ciblé. Zidane, c'est le même qui aujourd'hui, donc je sais pas, on est le combien aujourd'hui? On est le 14 août 2012. Aujourd'hui, il annonce qu'il va donner des cours particuliers. Quand on sait la culture du football, quand on sait que ça c'est quelque chose qui dans le football passe moyennement, il va donner des cours particuliers, donc forcément à des gosses de riches. Quand on sait le Zidane, le publicitaire qui vend son image à coups de millions d'euros et qui a insulté la France en parrainant le Qatar pour la Coupe du Monde 2024, c'est ce même Zidane-là qui a un statut d'intouchable. Parce que ça, on ne peut pas dire un quart de ça dans les médias français, sinon on est à radis à vie. Je suis désolé, Chris. Je vais prendre. Je suis l'avocat. Vas-y, Ali. Non, je dis que voilà, après, je vais sur ce coup, à la personne lambda, c'est vrai que Zidane, c'est un intouchable. Voilà. Moi, pour moi aussi, je parlerai pas de Zidane parce que c'est celui qui m'a fait rêver en étant footballeur, qui m'a donné l'envie d'être footballeur. Donc voilà, je peux pas. Même si t'as pas totalement tort, je vais pas te donner raison. Moi, je vais prendre la parole. Je vais juste prendre la parole 30 secondes sur Zidane. C'est un joueur intouchable. Il a fait d'énormément de choses. On peut pardonner à des gens quand même. Alors après, je suis d'accord. Il y a eu des propos qui ont été faits dans les médias. C'est passé un peu à travers tout ça. Ça c'est clair et net. Mais quand même, tout le monde a droit à des erreurs. Actuellement, Zidane, il parraine le Qatar. Tu le dis maintenant, Chris, mais maintenant je pense qu'il a du plomb dans l'aile. Et maintenant il le voit bien qu'il doit montrer une très belle image. Il le fait sans aucun problème. Mais non, il consacre 2 soirées par an à une association caritative. Je veux pas tourner le débat autour de Zidane, mais bon, c'est bien la preuve là ce soir. Et pardon, vous êtes tous plus ou moins, j'ai l'impression aussi dans la langue de bois par rapport à Zidane. Et ça confirme bien ce qu'Emily disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu as réussi des résultats, parce que Zidane au niveau mais même on pourrait parler, on a humilié, on a lynché, mais ce qu'on a fait subir à un Franck Ribéry pour soi-disant son manque de culture, et Zidane, je trouve qu'il a pas science infuse par rapport à Ribéry, hein. Donc là, il n'y avait pas que le manque de culture non plus, hein. Et ça, après, côté perso, ça va pas rentrer dans le monde du football non plus. Là, Ribéry, techniquement, footballistiquement parlant, il est très bon.
Après, il a fait des conneries dans sa vie, donc pourquoi on pardonnerait plus facilement à Zidane qu'à Ribéry? Alors, moi, vous aimez mieux pardonner à ces pas pardonner justement ces footballeurs, mais vous pardonnez les supporters qui insultent dans les stades, qui tous les copes insultent l'autre équipe voisine, je dirais pas les propos, mais et voilà, dans le stade il y a des enfants, et sur le terrain il y en a qui insultent et qui devraient être punis. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais en tout cas dans le stade, les supporters qui insultent, ça vous choque pas du tout, quoi. Ça c'est à chaque match, hein, faut être cohérent là-dessus. Hein. À chaque match, il y a des insultes tous les jours de match. Donc à un moment, c'est soit, vas-y Chris. Non, mais pardon, j'avais coupé mon micro. Et dans tous les stades. Moi, je suis abonné à un club donc le club de Mons en division 1 belge, qui est considéré comme le plus fair-play au niveau de l'ambiance. Toutes les semaines, à tous les matchs, j'entends au moins 5 guignols dans ma tribune qui insultent les joueurs, qui insultent l'arbitre, le cop adverse, qui insultent, c'est à tous les matchs, Et moi, je trouve ça choquant pour ma part. Après Zidane qui met un coup de boule, si on revient sur Zidane, il y a aussi Djibril Cissé qui insulte un joueur à la sortie d'un entraînement parce que il l'insulte de gros et va courir. Enfin, il y a des propos, Cantona qui insulte Henri Michel de sac à merde. Voilà, on rentre dans ces trucs-là, donc automatiquement. Oui. À côté de ça, le supporter, il est pas payé des millions pour taper dans un ballon. C'est pas tous non plus, hein, attention. Non, mais la différence, c'est que c'est commun entre les supporters et les footballeurs. C'est-à-dire que moi, j'adore tous les sports, j'adore évidemment le football, mais j'ai déjà été voir des matchs de volley de division 1, j'ai déjà été voir des matchs de basketball en Belgique de division 1, j'ai déjà été voir des grands tournois de tennis internationaux et même des tournois de tennis amateurs forcément. Je n'ai jamais vu le 10e du niveau d'insulte que j'ai pu voir dans un match de football de toute ma vie. Donc c'est quand même quelque chose qui est dans la culture d'une forme de vulgarité, n'ayons pas peur de le dire, mais peut-être aussi on peut le dire que le football a d'autres vertus positives, mais c'est vrai que l'effet de masse a rendu ce sport, on a banalisé la vulgarité, l'excès de testostérone et de virilité d'une certaine manière. C'est dit finalement aussi au côté populaire qu'a ce sport dans le monde finalement. Il faut pas assimiler la popularité, la vulgarité. Moi je pense que, en tout cas, disons qu'il y a d'autres sports qui se sont marginalisés. On a parlé du handball, pourquoi on n'en parle pas? Parce que en handball, ils ont une beaucoup meilleure image, parce qu'il y a eu moins de débordements, parce qu'ils sont plus marginaux. On pourrait prendre l'exemple extrême inverse, ce serait le golf. Donc on comprend bien que le populaire ne veut pas dire vulgaire. Mais là où je te rejoins, c'est que plus il y a des gens et plus c'est incontrôlable. Et je crois que le football a été d'une certaine manière dépassé par sa popularité. Il y a une couche de débiles mentaux sur la planète. Mettons, dans notre société, il y a toujours 5 à 10%, allez peut-être moins, 3 à 4% de gens qui sont idiots. Donc qui font partie de la police, qui font partie de la... Oh là 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 là, on va encore se faire censurer, Chris, on va encore se faire censurer. C'est pas grave, vas-y, laisse-le continuer. Donc forcément, plus il y a des gens qui sont supporters de football, plus il y aura des gens bien et plus forcément il y aura aussi des imbéciles. D'une certaine manière, je comprends ce que tu voulais dire, Thomas. C'est pas faux. Ouais, je suis d'accord avec toi, Chris. Moi, je voudrais juste dire quelque chose par rapport à j'ai entendu un commentaire de mademoiselle, pardon, c'est comment? Émilie, voilà. Elle dit oui, ils sont pas payés des millions, et puis déjà pour commencer, on n'est pas tous payés des millions. Déjà, pour commencer ça, il faut bien que les gens se les mettent dans la tête. C'est vrai qu'on gagne bien notre vie, mais on n'est pas tous des Zidane. Donc déjà, il faudra que ça arrive aussi à entrer dans les cerveaux un peu ici en France, un peu en Allemagne. C'est vrai que ils portent jamais d'argent. Donc ensuite, c'est pas parce qu'on gagne des millions qu'on gagne beaucoup d'argent on peut pas avoir des réactions d'homme. J'entends par là qu'avant d'être footballeur, on est un homme. Donc, bien sûr. Donc c'est sûr que des fois, il y a un moment, tu pètes un plomb, il y a des fois, tu veux pas te contrôler. Et donc, c'est la nature qui revient au galop. C'est pas le fait d'être footballeur. Moi, je suis désolé, c'est jamais arrivé, quasiment jamais arrivé de péter un plomb, mais des fois, on n'est pas loin. Et si je me dis pas, ah oui, je suis footballeur, j'arrête, c'est non, parce que j'ai une certaine conscience, alors, je vais pas faire l'idiot. Mais donc ça, faut penser, c'est avant d'être footballeur, les joueurs sont des hommes. Et on est homme avant d'être footballeur. Et ça, c'est ce qu'on apprend juste au centre de formation. Au centre de formation, on apprend aux joueurs à devenir des hommes avant de devenir des footballeurs. Parce que sur 60 mecs, il y en a 4 ou 5 qui passent. Ça, faut pas l'oublier.
Donc, ouais. Non, mais c'est vrai ce que vous dites, mais je pense que, en fait, je comprends ce que vous voulez dire, mais pourquoi les gens ont cette image et voudraient que les footballeurs soient mieux? Parce qu'on a sacralisé les footballeurs. Ce sont et plus en France qu'ailleurs sans doute, ce sont des super-héros. Alors pourquoi en Allemagne, en Angleterre, on parle moins d'argent, on pardonne plus facilement les phrases, qu'au contraire, on trouve ça même marrant, que ce soit dans les tabloïds, etc. Il y a la culture aussi en Angleterre, en général, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, l'esprit britannique, l'esprit germanique, fait que quand on gagne de l'argent, on peut l'exhiber, on peut le montrer. C'est une forme de fierté, de réussite sociale. C'est quelque chose qui en France n'est pas du tout possible. C'est une forme d'impudeur en France. Donc on peut parler de la sociologie. Mais ce qui est vrai, et je trouve que ça c'est même un point fort des Français, c'est qu'on a quelque part sacralisé les footballeurs, peut-être même plus depuis 98, et d'une certaine manière, ce sont des super-héros. Donc ce ne sont plus dans la culture et dans l'imaginaire des gens, ce ne sont plus des hommes. Ce sont des super-héros. Et on ne peut pas pardonner à un super-héros d'être grossier ou vulgaire. Non mais moi je veux juste dire quelque chose, Chris. Les joueurs et les dirigeants doivent être exemplaires, c'est clair et net. Faut être cohérent. Mais les supporters aussi doivent l'être dans leur comportement. Faut qu'ils comprennent aussi que c'est tous des humains, on est tous des humains, et automatiquement un joueur quand il sort de l'entraînement et qu'il se fait insulter, comme tout le monde, comme toi Chris, si tu sors un jour tu te fais insulter, automatiquement on peut tous comprendre cette réaction, qu'on peut s'énerver, donc il peut y avoir des débordements, et automatiquement ça arrivera jamais, on le voit bien par exemple avec Nasri qui se fait insulter par un journaliste, et après automatiquement Nasri répond d'une idiotie, parce qu'il aurait dû, c'est simple de dire ça, mais il aurait dû dire non, je réponds pas à ces trucs-là et je m'en vais et je dis rien. C'est facile de dire ça, c'est très facile, mais voilà. Et en plus dans les médias, moi je trouve qu'on n'appuie pas ça assez sur Nasri. Je parle de Nasri. On n'appuie pas assez sur ce point de vue-là. Donc dernière question pour toi, Habib, pour conclure ce débat, ce premier débat. Faut vous devez être exemplaire, enfin vous joueurs. Dirigeants aussi. Qu'est-ce que tu penses aussi, alors pour le mot de la fin, des supporters qui eux dérapent des fois aussi dans ces stades? Moi personnellement, on va dire que j'ai énormément pensé réfléchi à la question. C'est-à-dire que par rapport aux supporters, moi je vois un supporter comme quelqu'un qui a travaillé toute la semaine et qui vient le samedi ou le vendredi soir pour voir un spectacle et puis il utilise ça vraiment comme un exutoire. Donc, si le mec il a envie d'insulter, de machin, c'est pas un problème. Ça, moi, personnellement, ça me dérange pas. Qu'il m'insulte, t'es bidon, t'es nul, change de métier, ok, pas de problème. Il faut simplement. T'as pas vu jouer alors. Il faut simplement respecter une chose. Non, mais je pense qu'il faut simplement respecter une chose. Il faut respecter l'homme, c'est-à-dire ne pas entrer dans les insultes qui touchent à la famille, qui touchent à la personne en elle-même. Et le racisme. Ça, pour moi, c'est deux choses qu'il faut vraiment aller sur ce point. Après, qu'on m'insulte en tant que footballeur, si c'est normal, le mec qui a payé sa place et qui vient au stade et qui est pas content parce qu'il y a des bidons, eh ben voilà, tu t'en prends plein la figure et c'est normal. Moi, ça me dérange pas. Et après, il y a vraiment ces deux choses-là, pour moi, ils ont pas le droit d'aller, c'est le racisme et toucher les personnes, la famille et tout ça. Surtout que souvent, il y a des familles il y a des familles souvent dans les stades. Et quand vous avez votre femme qui entend des choses sur vous, ou que les enfants, enfin que les gens insultent jusqu'aux enfants et tout ça, là je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment très dur. Très bien. J'ai certains coéquipiers qui ont vécu ça, c'est-à-dire leur femme est dans la tribune et puis les gens insultaient les femmes, insultaient les enfants, les machins, tout ça, et puis la femme était là, était quasiment en pleurs parce que merde. Il y a des propos, qui choquent et ça on comprend et voilà, il faut. C'est pour ça qu'après voilà, les mecs qui viennent le vendredi ou le samedi au stade, qui déversent leur haine de la semaine, je préfère qu'ils la déversent sur nous, qui rentrent à la maison et qui tapent sur leur femme. Au moins, ils rentrent à la maison et puis voilà, ils sont énervés pendant 1h30, ils sont là, ils sont contents, voilà, ils ont crié, puis voilà, c'est fini. Faut que ces gens-là, tout simplement, ils regardent devant les matchs devant la télé et qui embêtent plus en tout cas les joueurs et tout l'entourage en tout cas des joueurs dans les matchs. Voilà. Ça, c'est clair et net. Merci. Alors, une question pour Habib tout de suite, pendant qu'on est encore sur les supporters. J'ai eu ouï dire aujourd'hui d'affrontement entre les supporters de Sedan et de Metz pour une sorte de banderole il y a quelques jours d'un match. T'en as entendu parler ou pas du tout? Ouais, on en a entendu parler. C'est désolant parce qu'en fait, c'est même pas entre les supporters qui se sont mis sur la figure. C'est
c'est les policiers qui ont tapé les supporters. Donc voilà, c'était nos supporters qui sont descendus d'une tribune, alors qu'ils étaient dans la tribune haute, je pense dans la tribune basse. Oui. Et les mecs sont arrivés, vous avez rien à faire ici, et boum, 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 boum. On a eu deux ou trois supporters qui sont partis, qui ont été à l'hôpital, qui a une vertèbre un peu mal en point, je voudrais pas dire cassée parce que je sais pas. Mais c'est vrai que... crânien, je crois aussi. Voilà, ouais, donc voilà. C'est même contre les supporters, c'est vraiment les CRS qui ont foutu sur la gueule, foutu sur la gueule sur nos supporters, quoi. Et ça, c'est des choses aussi pareilles, c'est désolant. Voilà. C'est un message éventuellement pour eux? Ouais, bah oui, on espère qu'on va les revoir. On sait qu'ils étaient là à Auxerre, donc ils ont l'air de se remettre. Après, voilà, ils ont quelques curiosités, mais ça devrait aller. Et puis on va essayer d'aller chercher des victoires pour eux parce que c'est aussi pour eux qu'on joue, parce qu'on joue aussi pour nos supporters. Ça c'est vrai que quand tu rentres dans un stade et que t'as des mecs qui t'applaudissent, c'est aussi le kiff du football. Ça, faut pas se mentir. C'est sûr. Et nous, on les soutient à 200% et qui se rétablissent bien et qui viennent vous supporter et regarder encore des beaux matchs de Sedan. En tout cas, on se retrouve juste après ça pour enchaîner sur le deuxième débat. Tous les mardis, de 21h à 22h, quand on aime le foot, on parle foot, arrive sur les antennes de RTS, avec des invités de marque. Matteo Sevi, ici Ludovic Julie, ici Wagnu Eloi, ici Franck Signorino, ici Amélie Fabriès, ici Galtier Jordan, ici Babiane Jean-Michel. Quand on aime le foot, on parle le foot, et je l'écoute sur RTS Radio. Et oui, nous sommes toujours dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Deuxième débat, c'est parti. Deuxième débat intitulé « Les joueurs en sélection doivent-ils toucher une prime pour porter le maillot de leur sélection ?» Un petit rappel, vite fait, l'équipe de France qui a touché 100 millions d'euros pour être qualifiée pour les quarts. Je crois que ça a été... 100 000 euros. 100 000 euros, pardon. 100 millions d'euros, c'est plutôt moi je suis d'accord. Je commençais déjà à m'enflammer. Non, 100 000 euros, pardon, par joueur. Un petit rappel aussi, les Italiens qui, eux, ont tout reversé aux victimes du tremblement de terre pour Émilie Romane. Pas pour Émilie, notre Émilie de ce soir, mais pour à Émilie Romane. Donc ce pays, ouais. Si je me trompe pas, c'est ce village en tout cas. Ce village. Exactement, ouais. Formidable publicité, formidable geste et aussi formidable coup de com'. Hein. Voilà, tout à fait. Et donc première question pour toi, Abid. Est-ce que ces primes motivent les joueurs et est-ce qu'ils en ont besoin pour quand ils jouent en sélection? Est-ce qu'ils ont besoin de primes? Est-ce que ça les motive? Non, je pense pas qu'ils viennent en sélection pour les primes. Ils sont d'accord, ils viennent en sélection, ils sont fiers de porter le maillot. Et ils gagnent suffisamment d'argent pour ne pas avoir besoin de 100 000 euros. Excusez-moi, ça peut choquer les gens, mais 100 000 euros pour la sélection. Maintenant, tout travail mérite salaire. Peu importe le résultat. C'est pas parce qu'on perd qu'on a de l'argent, qu'on gagne qu'on a de l'argent, qu'on perd qu'on n'a pas d'argent. Je suis désolé. Ils avaient un objectif, c'est d'arriver en quart de finale. Ils ont atteint cet objectif plus ou moins bien, avec les défauts qu'on leur connaît, les qualités qu'on leur a remis. Mais quand ils ont signé au départ, c'était voilà, il y avait 100 000 euros si on arrive en quart de finale. Ils sont arrivés, pourquoi ne pas leur donner leur argent? Ils avaient un objectif, ils l'ont atteint. Après, alors, voilà, c'est vrai qu'il y a eu des mauvais comportements. Il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. D'accord. Mais c'est pas tous les joueurs, c'est pas les 23. Et rappelons qu'ils ne touchaient rien s'ils n'arrivaient pas en quart de finale et qu'ils étaient d'accord pour ne rien toucher s'ils n'arrivaient pas en quart. Bah voilà. Et voilà. Parce que les mecs, ils font 3 semaines ou 1 mois de préparation, plus 2 ou 3 semaines de JO. Pas de vacances. Donc voilà, faut pas l'oublier. Après une saison où ils ont fait, il y a des mecs qui ont fait peut-être 50 ou 60 matchs. Donc voilà, tout travail mérite salaire. On dit qu'aux 10 000 athlètes et des Jeux Olympiques et aux 3 000 qui vont arriver aux Jeux Paralympiques, on leur dit que c'est des gros cons qui se font arnaquer alors? Comment? On dit qu'aux 10 000 athlètes qui ont été aux Jeux Olympiques et aux 3 000 qui vont aller aux Paralympiques, on leur dit que c'est des gros cons qui se font arnaquer, des bénévoles? Bah non. Ceux qui ont la médaille d'or, ils gagnent de l'argent, non? 2 500 euros par médaille, je crois. Et ils ne gagnent pas de médaille. L'écrasante majorité ne gagne pas de médaille. Bah non, malheureusement, sinon on serait premier au classement, ça serait... Ne gagne pas d'argent, c'est ça que je veux dire. Bah, les deux, ça va te perdre. Ah oui, non, mais on parle de l'argent, on parlait de l'argent. Après, moi, je suis un peu de l'avis, effectivement, de Habib pour ce qu'il disait, c'est à savoir que, notamment pour les grandes nations, c'est valable. Parce que pour les grandes nations, la plupart sont des joueurs qui jouent donc dans les grands championnats, donc qui, effectivement, ont des conventions pour avoir des salaires assez intéressants tous les mois et salaires minima qui sont assez intéressants.
Maintenant, il faut pas non plus oublier qu'il y a des pays dans le monde où il y a des primes effectivement aussi en sélection, notamment en Afrique, je parle, et notamment en Afrique centrale, où les joueurs ont beaucoup moins d'argent, où les joueurs effectivement sont pas dans les grands clubs, et effectivement, eh bien, c'est ce petit pécule qu'ils peuvent avoir en plus en sélection, ça peut toujours leur faire plaisir et ça peut toujours être un plus sur leur niveau de vie à eux, par contre. Et bien sûr, moi, avec l'Algérie, on est parti en République centrafricaine. Ils nous ont battu 2-0. Et je sais pas de combien était la prime de match. Et puis, même si je le savais, je l'aurais pas dit de toute façon. Et, donc on avait gardé une situation avec nous. Et il m'a dit, les mecs, leur prime de match, c'est plus que le salaire d'un an. Ah oui. Ah ouais, quand même. Ça veut dire qu'avec cette prime de match, peu importe, hein, même si la prime, c'est 1500 €, par exemple, la prime de victoire. Le mec, avec 1500 €, il va pouvoir faire vivre et faire manger sa famille pendant, allez, je peux dire un an, pendant 3-4 mois. C'est évident. Et c'est pas parce que la prime est super élevée, c'est juste parce qu'ils ont des salaires ridicules. Oui, voilà, exactement. Donc voilà, attendez. Si on enlève la prime pour ces joueurs-là, ok, c'est sûr, hein, c'est très beau de jouer pour son pays, de gagner et tout. On est tout à fait d'accord. Mais faut pas oublier aussi que c'est ce qui fait vivre nos familles. Ouais, bien sûr. Actuellement, vas-y Émilie, vas-y. Après, pardon, je vais juste dévier un petit peu parce que le sujet s'y porte. Alors, Habib, tout à l'heure, vous disiez tout travail mérite salaire. Ok, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Dans la vraie vie, dans le monde réel, tout travail mérite salaire, on a un salaire fixe. Après, quand on atteint un objectif, on a des primes. Quand on les a pas, on n'a pas de primes. En revanche, eux, le minimum syndical, ils gagnent un bon pécule. En revanche, sur ce que je voudrais rajouter, c'est quand même que ces mêmes professionnels-là qui jouaient il y a quelques années ont un regard assez critique par rapport aux primes et par rapport aux joueurs. Donc là, on va revenir un peu en France. Quand on entend Emmanuel Petit dire l'équipe de France est le reflet de la société, quand on entend Boli qui dit l'honneur, ils s'en foutent, tout ce qui court, c'est pour le pognon, bah, il y a où se poser des questions. Donc, oui, aujourd'hui, on a certains joueurs qui sont contents de porter le maillot bleu. À côté de ça, il y en a d'autres, on se demande de quoi. Parce que pourquoi ces professionnels-là, et qui sont mieux placés que personne pour en parler, balancent ça sur les ondes, sur les médias publics. Ouais, peut-être que ces personnes-là aussi, ils ont envie qu'on parle d'eux parce que ça fait 10 ans qu'ils sont plus dans le métier ou dans le circuit et qu'on n'en parle plus d'eux. Pas que, enfin, je veux dire sur... Non, attends, sans vous contredire, avec tout le respect que je vous dois, au jour d'aujourd'hui, ils ont leur nom, ils ont fait leur place. Je veux dire, ils n'ont plus besoin de faire leur promo. Je suis d'accord, mais pourquoi ils n'ont pas pensé, alors par exemple en 98 ou en 94, quand Paul y était, pourquoi ils n'ont pas pensé à ces trucs-là? Si on leur avait dit on vous donne pas d'argent, on aurait vu comment ils auraient réagi à cette époque-là. Oui, c'est facile de parler 15 ans après. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis aujourd'hui, pourquoi on en est là? Alors qu'effectivement, en 98, on se posait pas la question des primes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut me rappeler la prime de victoire à la Coupe du Monde? C'était pas 1 million par tête, je crois. C'était ça, 1 million par personne. Est-ce qu'on en a entendu parler? Est-ce que c'est passé comme une lettre à la poste? Et là, pour 100 000 €, donc faut arrêter. Il y a un moment, il y a deux poids, deux mesures. Quand l'équipe de France gagne, tous les médias se taisent. Voilà, on est d'accord. Et là, ils ont perdu, alors on en parle pour 100 000 €. Et ben c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'exemplarité. Quand il y a les résultats, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Exact. Voilà. Et c'est du coup quand il y a pas les résultats qu'on se pose ce genre de questions. Mais là, franchement, Habib, moi je suis d'accord avec vous. Et c'est vraiment un grand écart, encore une fois médiatique et d'une certaine manière populaire. Moi, pour donner aussi mon avis, moi je trouve que porter le maillot d'une équipe nationale, c'est une consécration, c'est un honneur, c'est un privilège. Ce sont des footballeurs qui sont tous à la Coupe du Monde, Coupe d'Europe, etc., tous professionnels. Ça ne me choquerait pas qu'ils ne touchent pas de primes. Là où je serais effectivement choqué, où j'apporte cette nuance, et je l'avais déjà dans mes intentions, mais c'était dit, et je partage forcément cet avis-là, c'est qu'il y a des footballeurs qui ne jouent pas à Arsenal, au Real Madrid et à Barcelone, et qui n'ont pas un train de vie luxueux. Il y a ces footballeurs-là, ils viennent un mois, ils viennent prester un mois dans une compétition, bah, il est tout à fait logique qu'ils touchent une rémunération, et ça nourrit des familles. Mais maintenant, pour revenir à la France, ça ne me choque nullement. Je ne suis pas certain qu'un des 23 membres de l'équipe de France soit dans le besoin financier. Donc, je pense qu'on pourrait dire comme aux Jeux Olympiques, bon, après, s'il joue au poker et qu'il dépense trop d'argent, ça se saurait.
puisque comme il ne gagne pas, l'info aurait fuité. Mais après, on peut dire, du coup, tu m'as fait perdre mon on fait perdre l'idée principale, c'est de dire que quand même, on porte le maillot de son équipe nationale. On fait ça, on fait la même chose aux Jeux Olympiques et ils sont bénévoles. Et Tiger Woods, qui est le sportif le mieux payé du monde, vous voyez, il n'a pas de problème d'argent, lui non plus. Que son rêve, c'était de jouer les Jeux Olympiques et il sait que ce sera bénévole. Petite dernière question sur ce débat, pour un peu argumenter tout ça. On sait que le football amateur en France a des problèmes. On sait que ça ralentit, on sait que au niveau financier ça avance pas énorme et ils en ont besoin. Donc dernière question pour toi, Habib, est-ce que tu penses pas que justement ces joueurs-là devraient justement cette prime-là devrait la rajouter pour le football amateur et ils le savent qu'il n'y a plus besoin de ça quoi. Moi je pense que déjà il devrait leur donner et leur faire comprendre justement le problème que vous venez de me citer là. Et puis après on verra ceux qui sont assez intelligents pour justement de eux-mêmes le reverser. Je pense que ça devrait être plus à partir d'un sentiment personnel et d'une action personnelle. Pas de voilà, on vous sucre les primes et puis on les donne aux autres. Moi je suis désolé, j'ai joué, tu me donnes mon argent, je suis désolé. Après si moi je veux le reverser à quelqu'un, je le reverse. Et qui vous dit que je veux le donner au football amateur? Peut-être que je vais le donner au Resto du Cœur, peut-être que je vais le donner à notre association, peut-être au Secours Populaire, vous en savez rien. Ok. Vous en savez rien. Donc d'accord. Voilà. Après je pense que c'est des choses que il faut aussi avoir peut-être l'intelligence de penser à des trucs comme ça. On est d'accord. Très bien. Écoutez, on va conclure ce deuxième débat qui a été assez enrichissant et très très intéressant. On reviendra dessus, je pense. Ouais, voilà, tout à fait. On reviendra dessus tout de suite. Ça c'est sûr, on reviendra dessus. Et bien sûr, nous enchaînons tout de suite sur nos questions décalées pour notre invité. L'interview. Voilà, l'interview décalée, nos questions décalées avec mon ami Tom. Qui va commencer à poser ses questions et moi j'enchaînerai avec quelques petites questions. Commence par toi, j'en ai pas mal moi pour non, je commence par toi. D'accord. En finir par une petite sympa. Vas-y. D'accord. Alors, première question pour toi, Habib, si tu es d'accord. Préfères-tu Monsieur Dussault ou Monsieur Duguay-Pérou? Oh putain, c'est dur. Je commence par il n'y a aucun joker. Il n'y a pas de joker. Non. Vous parlez de la personne qui m'a élevé pendant 3 ans. Oui. Et la personne qui est venue me chercher 3 ans après pour faire de moi un football professionnel. Comment vous voulez qu'il réponde à ça? C'est pas possible. Faut faire choisir entre son père et sa mère. Là, je peux comprendre. Ouais, voilà. Mon père et ma mère, là, il y a quelqu'un qui va me tuer si je fais ça. Non, on va dire Monsieur Dussault, ouais. C'est quelqu'un qui, ouais. Monsieur Dussault parce que j'étais plus jeune. Donc forcément plus bête. Donc plus dur à me gérer. Une personne admirable que peu de gens connaissent dans le grand public, mais pourtant qui a vu de nombreux très très grands footballeurs passer entre ses mains. Il est qui était notre coach pendant 3 ans à Clairefontaine. Oui. À qui je salue d'ailleurs, même s'il doit être au Japon, en train de dormir à ce temps-là, parce que je serais pas très peur. Une question pour toi, Habib, elle est pas plus simple non plus celle-là. Sedan ou Strasbourg? Ouais, Strasbourg. Ouais. Strasbourg, c'est vrai, j'ai des gros, voilà, après Clairefontaine, je suis parti à Strasbourg, j'avais 16 ans, j'y suis resté jusqu'à 21 ans. Jusqu'à 21, 22 ans, donc j'ai grandi là-bas, Premier club, mes premiers matchs pro, premier match en Coupe d'Europe, c'est là-bas où j'ai connu l'équipe de France Espoir et tout ça, donc non, c'est Strasbourg. D'accord. Strasbourg, tous les éducateurs qui m'ont tout apporté, non, c'est vraiment Strasbourg, quoi, sans hésiter. Un petit mot sur Strasbourg, sur leur situation actuelle, t'en penses quoi? Ouais, je crois qu'ils ont gagné ce week-end, là, ils ont gagné. Généralement. Donc, même si, généralement, ça a été, c'était, voilà, un truc qui a été mal géré, et puis c'est difficile d'être décisionnaire au Racing. Ça, je vous le dis parce que j'y étais pendant pas mal de temps. Maintenant, je crois qu'avec l'arrivée de Marc Keller, et puis, ça va changer, et puis on va réussir à revenir au moins en national ou en deuxième division d'ici 4-5 ans, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Ça, on est d'accord. D'accord. Alors, le mec de l'INF que tu as préféré, c'est celui que tu as moins aimé, bien sûr, en contrepartie.
celui que j'ai le plus aimé de ma génération. Ouais. Bien sûr. Ouais, c'est difficile parce qu'en fait, j'ai été très proche de Jonathan Pacoupé pendant mes 3 ans, qui était au PSG après. Et puis après, je me suis rapproché de Ricardo Facci, et puis après, c'est devenu comme mon frère, quoi, Ricardo. Ricardo et Jacques. Parce que c'est Ricardo, le petit frère de Jacques, voilà. Ricardo et Jacques. Celui qui joue à Ajaccio en ce moment, qui était au moment de mon mariage et tout ça, donc. Et le moins aimé aussi. On aimerait bien savoir le moins aimé. Le moins aimé? Ouais, avec le moins de... il y en a pas. Ouais, non, il n'y en avait pas, parce qu'on avait une génération très bonne au football, mais aussi très idiote, très bête, très conne, si je pourrais dire même. Donc on était vraiment tous un peu bêtes, un peu cons. Donc, voilà, vous avez pu voir aussi des émissions à la Clairefontaine, on était plus tu m'as dit voilà, plus des déconneurs qu'autre chose, donc voilà, mais je l'attendais aussi, donc voilà. J'ai une de mes questions, j'allais te demander plus des déconneurs qu'autre chose, mais c'est vrai que non, ça s'entendait bien, on a vraiment une belle génération, et puis on prend du plaisir à se revoir quand on se retrouve, ou même sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on est toujours en train de déconner, que ce soit avec d'ailleurs les mecs de notre génération, ou les mecs plus vieux ou plus jeunes, quoi. J'allais te demander ton document foot préféré, donc les yeux dans les bleus ou à la Clairefontaine, la réponse va de soi. Ouais, à la Clairefontaine. D'accord. À la Clairefontaine, parce que ça reste quand même 3 ans de ma vie, même si sur les images on voit pas tout ce qui s'est passé, il y a des choses bien et moins bien, mais les meilleurs moments ils n'ont pas été filmés, hein, je vous rassure. Mais les choses qu'on a partagées, bon, moi je suis après de connaître là en fait, clairement, donc, à l'époque. Et... Ouais, mais beaucoup de gens apprennent à nous connaître là, et puis si beaucoup de gens se sont fait des fausses idées justement à cause de ça, et justement c'est comme la télé-réalité. On voit des gens, on a l'impression de les connaître, mais en fait non, dans la vraie vie ils sont pas du tout comme ça, quoi. Et moi ça m'a joué des tours quand je suis arrivé à Strasbourg, où les gens pensaient que j'étais quelqu'un d'autant, et prétentieux et tout ça, alors qu'en fait non, je suis quelqu'un de... Je vais poser ma question. Je suis quelqu'un qui parle à tout le monde et tout ça, quoi, donc voilà, quoi. Encore plus, si tu me permets, et après j'ai pour moi. Alors, René Girard ou Monsieur Saadan? Ouais, c'est pareil, tu me proposes un mec qui t'a lancé en espoir, et un qui t'a lancé en espoir. Qui m'a lancé en espoir et qui m'a fait jouer tous les matchs, ou celui qui va pour le mondial. Et voilà. Saadan quand même, Saadan. J'ai eu la chance de pouvoir aller au mondial en Afrique du Sud, même si j'ai pas joué. Et c'est déjà j'étais joué avec l'Algérie, une nation qui en a des supporters de malades mentales surtout dans tous les pays du monde, donc voilà, et puis même voilà de pouvoir aller en Afrique du Sud pour cette compétition, ça a été vraiment une chance, quoi. Alors j'ai une dernière question, la question Ligue 2, la question pour nos copains des SOS Ligue 2, tout le monde y passe, hein, tu y es passé aussi, 18h45 ou 20h? 18h45 ou 20h? Oui. 14h. Le samedi, toi, tu préfères le samedi. Ouais, 14h. Comme je dis, moi je joue en Allemagne, et les heures allemandes, c'est les meilleures. Tu joues à 14h, tu rentres chez toi, t'as le temps d'aller manger, et puis à 22h, t'es fatigué, tu vas dormir. Alors quand tu joues à 20h, tu dors en 2-3 heures du matin. Donc voilà. Mais bon, après, pour les supporters, je pense que ça va être un peu plus embêtant, 18h45, mais nous, ça nous fera passer des journées moins longues à l'hôtel. Donc c'est bien aussi. Et vas-y Thomas, en fait je vais la poser parce que en fait c'était ils sont en train de le marquer en off, bien sûr, voilà, on s'écrit tous des trucs et j'allais la poser justement Mimi, c'était ma question, France ou Algérie au niveau des sélections, bien sûr, hein. C'est pas pays, hein, je tiens à le dire. Ouais, les deux. Les deux. Ouais, j'ai pas de préférence. J'ai eu la chance de côtoyer toutes les sélections nationales françaises, et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai pu être professionnel. Donc ça c'est quelque chose sur lequel je cracherai jamais. Voilà, j'ai connu les espoirs, j'ai connu que des super mecs, des super ambiances. Donc voilà, l'équipe de France, ça reste l'équipe de France. Puis c'est aussi la vitrine des jeunes footballeurs, quoi. Donc voilà, ensuite l'Algérie, comme je dis, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour le mondial, et puis de connaître la production après, et c'est vrai que c'est aussi c'est le pays de mes parents, donc voilà, j'ai l'amitié aussi, voilà, forcément. Bien sûr. Parce que après c'est aussi une fierté après pour les parents, pour les grands-parents, pour le bled, pour les villes aussi, la famille qui est encore là-bas. Donc voilà, mais je peux vraiment pas faire de choix. Et bien sûr, parce que
Ouais, c'est impossible. T'as le cœur qui penche sur les deux pays. Entre des deux manqueurs, c'est exactement. Bien sûr. Et Thomas, je te laisse la dernière question, la question qui déjà. La question culte, on m'a obligé, c'est la question d'Émilie qu'Émilie n'ose pas poser par pudeur, mais effectivement, elle nous donne le travail à faire. Mais attends, après elle apprécie ou elle apprécie pas. Elle nous dit si elle aime ou elle aime pas. Donc à toi Tom. Alors la question d'Émilie, la girl question, c'est Habib, est-ce que tu es plutôt slip ou caleçon? Ouais, caleçon, ça va pas. Comment tu vas me mettre un coup de coude ou quoi? Slip, j'arrive en slip comme ça, wouhou! Ça va pas quand j'avais de amis. Moi j'ai un coup de coude sur ma femme directement. Émilie, est-ce que ça te va, Émilie? Oui, allez, ça me va, mais la question, il faudrait la remasteriser. C'est plutôt slip ou boxer, hein, parce que les caleçons, ça se bine. Et question, slip ou boxer, ça pourrait être... on va dire que j'utilise des boxers dont la marque est souvent, on en voit souvent à la télé. Je vais pas dire de marque, mais... on peut la citer, ça nous dérange pas, nous. Alors moi, j'aime, alors. Elle aime beaucoup. Merci. En tout cas, pour cette interview décalée qui était encore sympathique, je cite nos sponsors, bien sûr. Football, foot africain, tout le monde s'en fout. Jeunefoot.com, paroledefoot.com. Allez voir ces 5 sites. Pardon? Qui, eux, nous font la place. Oui. Je vous écris, tu as un petit entend très mal. Tom, j'ai pas compris. Tu entends mal. Les sponsors. Pardon. C'était arrêté à football, les sponsors. Oui. Voilà. Excuse-moi. Tu peux enchaîner, vas-y. Ouais. Voilà, tous nos sponsors, ils se reconnaîtront, foot africain, tout le monde s'en fout, jeunefoot.com, paroledefoot.com, et nous enchaînons tout de suite sur notre top ou flop transfert. Notre top flop transfert, j'ai choisi, personnellement, Brandao, qui signe 2 ans à Saint-Etienne. Bien sûr, c'est ce qui fait le plus de remous en ce moment. Top ou flop transfert pour toi, Habib? Oh, ils ont qui devant Saint-Etienne avant Brandao, ils avaient qui? Ils avaient Aubameyang, ils avaient Sinama Pongol. Mais Aubameyang, il est toujours, Sinama Pongol. Je vais dire flop parce que d'après ce que j'avais lu dans la presse où ils demandaient des émoluments salariales énormes pour cette qualité du joueur. J'en enlève rien, c'est qualité de combattant, mais pour un attaquant, je pense qu'il faut d'abord être technique puis savoir marquer des buts. Alors moi, c'est la principale qualité pour être avancé. Moi, j'ai le montant du salaire Habib, je vais te donner tout de suite. En fait, il s'est plié à une nouvelle politique stéphanoise, à savoir un salaire minimal et après des primes qui vont gonfler. Donc, c'est 90 000 € par mois en fixe et après, ça grimpera en fonction des performances et des matchs joués. Ouais, non, mais après, voilà, au-delà du salaire, je suis pas super fan du joueur, quoi. Pour moi, un avant-centre, c'est un mec qui est généralement le meilleur de l'équipe, donc voilà. Très bien. Je suis pas fan, donc voilà. T'es pas fan. Émilie, ton avis sur c'est un top ou un flop pour toi? Je sais pas. Non, tu sais pas. Tu n'as pas envie de te prononcer sur Brandao. Je passe. Tu passes. Émilie passe. Elle vote blanc. Chris, pour ta part, à moins que je te laisse chercher. Non. Émilie, peut-être elle s'exprimera après. Moi, honnêtement, je pense que je vais être le seul à le dire, mais plutôt top. Moi, j'ai toujours considéré que ce joueur-là avait des qualités évidentes. Certes, ce ne sont pas les qualités classiques d'un buteur traditionnel ou d'un attaquant qui est censé léguer toute la pointe de l'attaque sur lui, mais je crois qu'il a des qualités réelles sur le plan physique, sur le plan du jeu aérien. C'est quelqu'un de très altruiste, c'est quelqu'un aussi qui a le sens du dévouement. C'est un attaquant un peu défensif, mais qui peut être aussi pivot, qui est pas si mal dans la conservation du ballon, qui est pas si mal quand il est dos au but. Bon, c'est vrai qu'il n'aura pas on lui demandera pas de partir en profondeur et de marquer qu'un 20 buts par saison. Moi, je pense en tout cas que si l'entraîneur, ce qu'avait pu faire un Eric Guéret, notamment il y a quelques années, si l'entraîneur peut l'imbriquer dans son système de jeu, ça peut être un très très bon renfort. Ça dépend. Moi, je suis de ton avis. Pour moi, c'est un top aussi. Je vote top aussi parce que c'est un joueur qui pèse sur les défenses et qui épuise beaucoup les défenses, donc qui crée des brèches et des espaces pour ses ailiers.
et qui en pivot peut être très très bon. Donc non, pour moi c'est un top. J'ajouterais qu'il a un gros défaut, juste après évidemment, Abid, tu nous contrediras j'ajouterais qu'il a un très gros défaut quand même, c'est que s'il n'arrive pas à s'adapter au système de jeu de son entraîneur, il est fini. Là où beaucoup d'attaquants arrivent quand même plus ou moins à limiter les dégâts en espérant d'avoir des semaines meilleures ou arrivent à s'adapter. Et lui, il a un niveau d'adaptabilité qui est proche du néant. C'est l'un de ses plus gros défauts. D'accord. Abid, ouais, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire maintenant. Pour parler d'avant-centre, une fois il y avait une interview sur Rien Plus de David Trezeguet qui a dit ouais, vous pouvez jouer à droite, à gauche, au milieu de terrain. Le plus important c'est dans la surface, c'est de marquer des buts. Un avant-centre, son job c'est de marquer des buts. C'est pas de faire des passes, de faire des têtes ou de venir défendre. Je suis désolé, mais un attaquant, son job c'est de marquer des buts. Allez dire à Cristiano Ronaldo, tu marques pas mais tu viens nous la défendre, il va vous dire écoutez, vous êtes bien gentil, et vous vous foutez profond. Mon job à moi c'est d'aller marquer. Et je suis payé pour marquer des buts. Donc voilà. On verra comment il se comportera cet Etienne, peut-être que. Voilà, je sais pas. Peut-être à Mario Gomez qui apporterait dans le même style de personnage, je veux dire physiquement et tout ça. Et les bras aussi. Voilà, mais ils en foutent de faire des passes ou quoi, de se battre pour l'équipe ou quoi. Et puis moi je suis premier en tant que défenseur à dire mon attaquant, mais que tu défends pas, je m'en fous. Mais c'est quand t'as la balle, si tu marques, c'est voilà. À la fin du match, il faut qu'on gagne, c'est tout. On s'en fiche, tu restes. Nous on est payé pour défendre. Non, notre job à nous c'est de défendre. Toi ton job c'est de marquer des buts. C'est pas de mettre des passes. Si Abid tu marques, c'est quand même bien quand même pour Sedan, si tu marques quand même. Ah ouais, d'accord. Mais au départ, dans le foot, il y a des défenseurs, des milieux et des attaquants. Moi, je suis défenseur. Si j'avais été numéro 10, ça se saurait. D'accord? Non, mais bien sûr, on comprend c'est de marquer des buts. Mais quand on pas de défendre ou quoi que ce soit. Je suis désolé, c'est pour ça que je suis pas fan après du joueur. Après, il y en a qui aiment pas, mais moi, je suis pas fan. Voilà, voilà pourquoi. Parce que un attaquant, son job premier, c'est de marquer des buts. Un attaquant qui ne marque pas de but, il est pas content quand il sort du match. C'est tout. Eh ben, on verra. Je suis super pote avec Gamero, ça veut dire que quand il marque pas de but, j'adore ce joueur. Voilà. Ouais, je pense qu'il fait la gueule et on le voit très bien. Écoutez, on passe à la le dernier carton de cette émission, les pronostics d'Émilie. À toi la parole, Émilie. Merci Chris. Donc on va passer effectivement aux 3 pronostics choisis par notre pronostiqueur en chef Flo, qui n'est pas là ce soir, mais on le fait de vous. Donc on va commencer par le match Le Mans vs Auxerre. Donc au niveau des cotes, on a 2,55 pour Le Mans, pour le match nul 2,70, pour Auxerre 2,95. Donc je vous laisse la parole, à vous Abid. Vas-y Abid. Écoute, en ayant joué au Auxerre ce week-end, je peux vous dire que c'est une équipe qui collectivement n'est pas très impressionnante, mais qui a un talent individuel qui est largement au-dessus de la Ligue. Donc leur pouvoir offensif est vraiment au-dessus. Donc quand ils vont tous se mettre dans la tête qu'il faut qu'ils bossent tous, et je pense qu'à un moment là ils vont vraiment faire mal. Ils vont vraiment faire très très mal parce qu'ils sont plus forts que tout le monde. Donc voilà, pour l'instant ils sont encore un peu dans la tête, ouais on est encore en Ligue 1, on vaut mieux que ça et tout ça. Mais quand ils vont dire qu'on est dans le dur, je pense qu'ils vont faire des tout le monde. Alors au Mans, stade de Ligue 1, parce que le Mans c'est un stade de Ligue 1. Une équipe qui a été un peu charitée pendant le truc, non, Auxerre. Ok, alors ton sponsor, ton sponsor, n'importe quoi, ton prono. Le Mans ou Auxerre? Allez, Auxerre. Auxerre. Auxerre à 200%, allez, Auxerre gagnant. Thomas, ton prono. Moi, c'est vrai que ce que disait Adi, j'ai regardé le match d'Adi justement samedi. Le Dalek, il est énorme, clairement. Individuellement, il est énorme, il est chiant en plus comme attaquant. Donc il va revenir au Mans, il a passé beaucoup de temps au Mans, donc il va revenir dans son jardin. J'ai un peu peur, parce qu'il a bien réussi à l'Arena peu qu'il y était. Donc pour moi le Mans, en ayant perdu Jeannot sur blessure la semaine dernière à Châteauroux, en ayant perdu Thomas sur blessure à Châteauroux, on va avoir des joueurs qui vont manquer d'expérience. Donc j'ai un peu peur que le Mans se fasse manger tout cru par les Auxerrois, donc je vais dire Auxerre. Auxerre, c'est parti. Chris. Moi les raisons qui ont été invoquées peuvent
peuvent se justifier. C'est le choix plutôt que j'aurais eu tendance à faire, mais je suis joueur cette semaine. Moi, j'aurais plutôt tendance à miser sur un match nul et avec une équipe de Serre qui aurait pris l'avantage. Et dans les dernières minutes d'un match pénible et poussif, le Mans volait un peu ce match nul. Donc voilà, petit pronostic comme ça. Moi, je vais faire un match nul aussi, parce que je pensais sur ce match Le Mans-Auxerre. Auxerre qui à l'extérieur, ça va être dur, mais Le Mans a capacité de bétonner derrière, et je laisse le dernier pronostic à Émilie qui va nous donner son pronostic et qui va enchaîner après derrière sur votre match. Ok, ben merci. Ben je joue la surprise, moi je vais dire Le Mans. Ah, voilà, enfin. Quelqu'un. Ouais, mais non, c'est parce que je suis chauvine. D'accord. Je voulais être chauvin aussi, mais je me suis dit non, quand même, faut pas abuser. J'étais à la rue la semaine dernière, donc non. Ah oui, je comprends. Non, mais je vais dire Le Mans et vous allez voir, vous allez tous avoir tort. Allez, on va enchaîner sur le deuxième match. Donc, on a un Toulouse-Saint-Etienne. Donc, pour Toulouse, on a 2-10 en cote. Pour un match nul, on a 3. Et pour Saint-Etienne, on a un 3-30. Donc, je vous laisse au prono. Ah oui, quand même. Habib, ton pronostic. Toulouse-Saint-Etienne. Le match nul, c'est combien? C'est 3, je crois, hein, Émilie, c'est ça? Ah non, une cote à 2,80, une cote à 3, là, je suis bien en cote, la match nul. Ah, match nul, carrément, il joue la cote à 3. Ah oui. C'est ça, Émilie? Ah oui. Confirme-nous, pardon, je t'ai pas entendu. Ah, déjà, cote match nul à 3, bien sûr. D'accord, ok. Allez, il faut de la cote, vraiment. Ah ouais. Thomas. Bah, Toulouse chez eux, c'est assez solide. On l'a vu contre Montpellier à l'extérieur. Défensivement, ils sont très bons. Encore plus chez eux. Saint-Etienne, ils sont encore en train de se chercher un petit peu. Donc, match nul aussi pour moi. Très bien, match nul. Chris. Également, pour toutes les raisons qui ont été invoquées de manière si brillante par Thomas. Ah là. Maintenant, il dit même plus, il explique même plus, non, il enchaîne. Très bien, moi, mon pronostic, pour moi, je vais jouer la cote aussi, mais je vais jouer Saint-Etienne. Et pour vous embêter, je vais jouer un but de Brandao et on en reparle mardi prochain. Émilie, ton pronostic à toi. Ah, t'es Toulouse. quand même. Ah, voilà. Toulouse. Ouais, je vais jouer Toulouse. Mais quoique, non, si, Toulouse, mais ça va être un match assez serré, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts. Ah, il n'y a pas beaucoup de buts. Très bien. Donc voilà, bon, on va enchaîner pour le dernier match. Donc on a Bastia contre Reims. Donc au niveau cote, on a 1,65 pour Bastia. Ensuite pour le nul, on a 3,30. Et là du coup, bah, pour Reims, on a 5,25. Ouh là, la grosse cote, Habib. Alors après, Bastia, on gagne à l'extérieur. Là, je pense qu'ils vont devoir confirmer, puis surtout ouvrir le bas à la maison avec leurs supporters. Donc ça se pose même pas la question pour moi, c'est Bastia. Bastia, ok. Voilà. Bastia à 200% pour toi en tout cas. Ah, Thomas. Ah, écoutez, moi j'aime beaucoup Franck Signorino, mais j'aime encore plus Frédéric Hans, qui pour moi est un super entraîneur, un super tacticien. J'aime beaucoup Jérémy Choplin aussi, hein, qui est du Mans comme moi, donc j'ai voté 200 000% pour Bastia. Ouh là là, 200 000%. Il y a des grosses cotes là. Non, il n'y a pas de grosses cotes pour autant. Chris. Ce sera Bastia? Ça sera Bastia. Mais oui, Chris. En fait, t'as envie. Ouais, donc c'est 1,30, je crois que j'avais vu tout à l'heure. Bah, c'est une cote qui est quand même, je trouve, assez intéressante, même si elle n'est pas très élevée. Ouais, ça, tu donnes 100 €, tu peux toujours gagner 30 €. Hein. Voilà, c'est une cote qui est relativement intéressante, mais compte tenu du fait que normalement il ne devrait pas y avoir match, c'est pourquoi mon pronostic va également paraphraser celui de mes deux prédécesseurs. Et même moi aussi, je vais vous suivre parce que franchement, Reims m'a pas vraiment impressionné et défensivement, c'est pas Alcatraz. Hein. Donc, je vais dire un match de Bastia, victoire de Bastia, et je te laisse la parole, Émilie, pour ton pronostic. Bah ouais, je vais dire Reims. Ah, voilà, c'est très grosse cote. Voilà, très grosse cote, et parce que je pense qu'on peut avoir une surprise, ils vont être attendus au tournant, donc tout se joue sur un match, donc Reims. Très bien, merci Émilie pour ces pronostics encore super, magnifiques. En tout cas, merci à Flo, merci à toi pour ces pronostics. Nous enchaînons tout de suite et la fin de cette émission arrive. Voilà, non, on n'enchaîne pas, c'est la fin de l'émission. Et à la fin de l'émission, il y a toujours la phrase culte de l'émission. Depuis le début, on le fait. Tous nos invités sont passés par là. Donc, Aviv, c'est à toi maintenant de passer par là. C'est simple, il faut que tu répètes cette phrase. C'est ici. Attends, j'ai dit des conneries là. C'est Paris. La phrase parce que sinon je vais pas y arriver. Non.
Comment pas? Non, c'est pas ça. Donc, c'est pas ici, c'est dedans ou quoi. Non. Ici, Habib Belaïd, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Donc, il faut juste que tu répètes ça. Donc, tu veux que je te la répète ou ça va aller? Ici, Habib Belaïd, j'écoute quand on aime le foot, la radio. On n'a pas entendu la fin. Tu peux juste dire sur RTS Radio. Ah, sur RTS Radio. Voilà, j'ai pas entendu la fin en fait. Ouais, je ferai un petit mot. À toi, Habib, d'être venu dans notre émission. C'était un énorme plaisir. Merci d'avoir participé, d'avoir donné ton avis. En tout cas, c'était énorme ce soir. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait dans cette émission. Merci. À très bientôt. La porte est grande ouverte. Tu reviens quand tu veux. Surtout Merci à vous. Ça a été un plaisir. Et puis voilà, quand il n'y a pas de langue de bois, moi j'aime bien. J'aime pas. Ah ouais. Alors tu reviens quand tu veux. Pas de problème. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à tous nos auditeurs qui ont été là ce soir. Merci à tous mes chroniqueurs, Chris, Amélie, Thomas et Ali qui étaient en off sur notre Twitter. Merci à tous nos sponsors. À très bientôt, mardi prochain, 21h. Prenez déjà votre rendez-vous sans aucun problème. On sera là mardi, 21h. Quand on aime le foot, on parle foot sur RTS Radio. Demain, n'oubliez pas, demain, LPA qui sera de retour sur nos antennes de RTS. Bien sûr, RTS revient en force avec le hand aussi qui fait pas mal de choses en ce moment. Quand on aime le foot, on parle foot. Merci, à très bientôt. Salut, ciao. Valentierna partiu, pé esquerdo, uma bomba! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.